RCF. Libre entreprise. Une émission présentée par Romain Masneau. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous Libre Entreprise. Mon invité aujourd'hui est Éric Boel, gérant des tissages de Charlieu, près de Roanne dans la Loire. Éric Boel, bonjour. Bonjour. Vous êtes originaire donc de Roanne. Avant de reprendre cette entreprise textile en 1997, vous avez travaillé à Paris pour MKG Conseil, un cabinet de conseil leader européen dans le marketing des services, puis à Hospital où vous avez implanté en France le concept d'hôtel à l'hôpital, autrement dit accueillir dans des structures hôtelières des patients n'ayant pas besoin d'une médicalisation constante pour permettre à l'hôpital de se concentrer sur son métier, c'est-à-dire les soins. Qu'est-ce que vous avez retenu de ces deux expériences qui vous ont occupé chacune à peu près une dizaine d'années? Qu'est-ce que vous en avez retenu? Le plus important que j'ai mis en œuvre ensuite en arrivant au tissage de Charlieu, c'était la notion de service et de service au client, de respect du client et d'attitude positive avec le client. Ça a été vraiment quelque chose d'important parce que au tissage de Charlieu, quand je suis arrivé, il y avait une culture industrielle relativement ancienne où le client est quelqu'un qui est plutôt là pour nous causer des embêtements que pour effectivement nous donner du travail. Et ça a été un long travail. Des commandes difficiles à faire, etc. Et donc la première étape a été ça, c'est de se dire le client, c'est celui qui est le plus important dans notre entreprise, c'est lui notre patron finalement. Nous sommes là pour le servir. Et ça, c'est quelque chose qui était important de mettre en œuvre dans l'entreprise et pour irriguer bien chaque personne et chaque mentalité pour avancer dans cet esprit-là. Alors vous étiez à l'époque à Paris au début. Pourquoi avoir décidé de revenir dans votre région d'origine du Roannais? Alors tout simplement, je me suis marié, nous sommes mariés avec ma femme et nous avons eu 3 enfants en 2 ans avec des jumeaux. Et donc nous avons décidé de revenir en province pour les élever dans des meilleures conditions qu'à Paris, de logement, d'air, etc. Voilà. Et donc, comme le travail que je faisais à Paris, je ne pouvais pas le faire en province, j'ai cherché une affaire à reprendre. Qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui dans ce secteur bien particulier du textile, une des premières industries à s'être mondialisée il y a 30-40 ans? Alors, un petit mot sur le textile. Le textile, effectivement, c'est un secteur d'activité qui a été broyé par la mondialisation sur les 20 ou 30 dernières années. C'est le premier secteur à avoir été mondialisé. Mais aujourd'hui, c'est un secteur qui est en croissance. C'est 60 000 emplois en France. Je parle de l'industrie textile, c'est-à-dire pas de la confection. Pas de la confection, filature, tissage, tricotage et ennoblissement. Donc c'est une industrie extrêmement moderne. Les entreprises qui restent sont des entreprises qui ont toutes des niches et qui sont souvent, et la plupart du temps, des leaders européens, voire mondiaux. C'est un secteur qui va aussi bien faire des complexes carbone pour l'aéronautique que pour les deltaplanes ou les parapentes, la haute couture évidemment, ou habiller le GIGN, etc. Enfin, c'est un secteur qui irrigue toute l'économie et toutes les industries de l'économie française. Il faut bien être conscient, et merci de me donner la parole pour m'exprimer sur ce sujet, que le secteur textile qui a subi depuis 2 ans une augmentation de chiffre d'affaires importante en France, est un secteur vraiment d'avenir avec des projets. Sur la révolution du textile, oui, on y verra tout à l'heure. Absolument. C'est important. Il y a un côté très fluctuant, très volatile. Comment vous faites? Vous faites en fonction de la mode aussi? Alors, la stratégie des tissages de Charlieu, elle est axée sur 2 mots: la créativité et la réactivité. Clairement, nous avons en France une culture qui est une culture extrêmement créative. On partage cette qualité avec les Italiens. Les plus grandes entreprises mondiales de luxe sont françaises ou italiennes, c'est pas pour rien. Et notre entreprise a axé cette stratégie de la créativité et la réactivité. En d'autres termes, nous avons 14 personnes à la création et nous mettons au point 700 nouveaux tissus par mois. 700 tissus par mois. Ouais, donc on arrose littéralement le marché de nouveaux produits. On fait 70% de notre chiffre d'affaires en habillement féminin, ce qui nous permet d'avoir une place, même en étant en Europe, et avec des prix européens et français, d'arriver à s'imposer sur un marché qui est en recherche permanente de nouveautés. Et donc notre métier, c'est ça, c'est de créer des produits qui vont déclencher le coup de cœur dans les magasins.
Et comment vous faites justement pour que ce coup de cœur fonctionne aussi bien avec les Françaises, je dis les Françaises parce que c'est essentiellement une clientèle féminine pour vous, que les Chinoises, les Japonaises, les Américaines, comment vous faites ? Ça, c'est proprement notre culture française. Alors, je suis bien incapable de vous l'expliquer parce que ça, c'est la particularité de notre métier, c'est-à-dire qu'on est un métier, on est à la fois cerveau gauche et cerveau droit, on est à la fois dans l'irrationnel avec ce coup de cœur qui est pas du tout maîtrisable. Si on le maîtrisait, il n'y aurait plus de justification économique à continuer à exister en France. C'est bien le fait que ce soit tout à fait un impondérable et non maîtrisable. Et c'est notre culture qui arrive exprimée à l'intérieur d'un tissu sous forme de dessin, de couleurs, de textures, de rencontrer cette perception extrêmement ténue de la femme qui va vouloir acheter dans un magasin un vêtement parce qu'elle va se sentir belle à l'intérieur du tissu qui compose ce vêtement. Vous parliez de cerveau droit et cerveau gauche, c'est-à-dire à la fois la créativité puis le côté très rationnel de la gestion. C'est une entreprise, donc il faut investir, il faut avoir des méthodes de travail, il faut compter, gérer, etc. Donc là, évidemment, c'est tout à fait rationnel. Mais les deux aspects cohabitent dans notre métier, c'est vraiment très riche. Grâce à ça. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de métiers qui ont cette chance-là. Votre travail à Hospital avait un sens évident. Vous avez trouvé aussi facilement un sens à votre travail au tissage de Charlieu ? Quand j'ai repris cette entreprise, je me suis posé cette question de savoir pourquoi je faisais ça et quel était le sens de ce job de patron. Évidemment, c'est pas l'argent, enfin évidemment, en tout cas pour moi. Le travail que je faisais au sein d'Hospital, c'était on participait au fait de pouvoir recentrer l'hôpital sur son métier premier, c'est-à-dire les soins, le plateau technique et les soins. Donc c'était vraiment, il y avait un sens très fort et c'était une vraie mission. Et je me suis posé la question au sein des tissages de Charlieu, quelle pouvait être cette mission. Et puisqu'on fait de l'habillement féminin, donc quelque part quelque chose d'un petit peu futile. Et en fait, très clairement, au bout de quelques temps, je me suis dit, ce qui est de merveilleux, c'est de pouvoir permettre à des familles de vivre dignement de ce travail. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, évidemment, c'est de maintenir et de développer des savoir-faire extraordinaires. À Charlieu, par exemple, la corporation des tisserands existe sans interruption et fait la fête des tisserands au mois de septembre depuis 1540, depuis 500 ans. Ah oui. C'est vraiment merveilleux et à la fois on est très fiers et à la fois on a une responsabilité immense de porter ces savoir-faire séculaires et de pouvoir les ancrer dans le 21e siècle et de les développer, et de développer le numérique dans nos systèmes, etc. Alors, votre secteur est extrêmement concurrentiel. Comment vous faites pour résister à la concurrence et peut-être faire mieux que résister pour prospérer et vous développer ? Dans ce que je viens de vous dire et le sens premier que j'avais trouvé dans la reprise de cette entreprise, au fil des années, une autre dimension est arrivée qui est extrêmement puissante et vraiment, je suis heureux de pouvoir la partager avec les auditeurs d'RCF. De permettre à des familles de vivre dignement de leur travail grâce à l'entreprise, c'est évidemment merveilleux. Mais si en plus de ça, on arrive à faire en sorte que les personnes qui travaillent dans notre entreprise peuvent s'épanouir vraiment en tant qu'être humain dans notre entreprise, ça donne une dimension évidemment beaucoup plus forte. Et si les gens s'épanouissent dans notre entreprise, évidemment, ils seront plus efficaces. Évidemment, ils apporteront plus à l'entreprise. Ils en auront bien sûr un retour. Et globalement, on sera dans un cercle vertueux extrêmement puissant. Et ça, c'est à la fois le deuxième sens et à la fois, très clairement, la raison pour laquelle notre entreprise aujourd'hui est en France, avec les contraintes évidemment que nous connaissons en France au niveau de la masse salariale, etc. Les normes sociales, et des normes sociales et environnementales qui sont, on le sait bien, parmi les plus exigeantes de la planète, donc elles ont un coût évidemment, et par rapport aux pays low cost, bien évidemment, qui n'ont pas toutes ces contraintes, nous sommes plus chers, mais notre conviction, c'est que ces standards environnementaux et sociaux, au lieu de les voir comme une contrainte, il faut les voir comme une opportunité. Nous faisons 20% de notre chiffre d'affaires avec des matières durables, c'est-à-dire bio, recyclées ou équitables. Et d'un point de vue social, vraiment cet aspect d'épanouissement de l'individu à l'intérieur de l'entreprise est une recherche permanente. Évidemment, on a un chemin infini à faire là-dessus et on n'arrivera évidemment jamais à être parfait. Mais en tout cas, c'est la quête du Graal, c'est bien dans cette direction que nous souhaitons avancer. Et c'est clairement ce qui permet à notre entreprise d'être performante et dans le cadre de la mondialisation, de trouver sa place.
Libre entreprise, Romain Masneau. Alors pour continuer sur le management, on parle souvent d'entreprise comment et d'entreprise pourquoi. Vous misez clairement sur l'entreprise pourquoi, sur l'autonomie, la responsabilité, c'est ça ? Oui, alors c'est un thème qui a été vulgarisé par Isaac Getz dans un bouquin que je conseille aux auditeurs d'RCF qui est Liberté et compagnie. Il y a deux grands types d'entreprises ou d'organisations. Il y a les entreprises comment et les entreprises pourquoi. Les entreprises comment, c'est des entreprises où les cadres, ceux qui savent, vont concevoir des process qui sont appliqués à la lettre par les opérateurs. S'il y a un dysfonctionnement, on crée une procédure. L'archétype, évidemment, c'est l'organisation où on dit ils sont complètement psychorigides. En fait, c'est pas la personne qui est en face de nous qui est psychorigide, mais c'est l'organisation dans laquelle elle est, le système dans lequel elle est qui l'est. C'est un système basé sur la hiérarchie, sur le contrôle, sur la procédure et l'absence d'autonomie des opérateurs. De l'autre côté, il y a l'entreprise pourquoi. On part du principe que l'opérateur, s'il travaille à ce poste-là, c'est qu'il sait faire son travail. Donc, on ne va pas lui dire comment il doit le faire, mais pourquoi il doit le faire. Et charge à lui de mettre en œuvre son intelligence manuelle, commerciale, relationnelle, intellectuelle, etc., pour atteindre ce pourquoi. C'est un système basé sur l'autonomie des opérateurs, basé sur la confiance, avec une hiérarchie la plus plate possible. Sur la subsidiarité aussi. Exactement. C'est très exactement la subsidiarité. La meilleure, la plus grande subsidiarité, évidemment, c'est l'homme. C'est celle qui est au niveau de l'homme. Imaginez... Subsidiarité, principe essentiel de la doctrine sociale de l'Église. Exactement. L'entreprise libérée, dans ce cadre-là, c'est bien quelque chose qui va être capable de libérer l'homme et lui permettre de mettre en œuvre ce qu'il a de plus beau en lui. Pour que quelqu'un soit motivé dans son travail, il faut 4 critères. 1, il faut qu'il soit autonome et responsable. 2, il faut qu'il se sente reconnu. 3, il faut qu'il se sente utile. 4, il faut qu'il ait un sens à ce qu'il fait. Si ces 4 critères sont respectés, on peut imaginer qu'une personne va pouvoir vraiment grandir, s'épanouir, donner le meilleur de lui-même et être dans un système qui est extraordinairement positif. Il faut savoir qu'en France, c'est une étude du sondeur Gallup qui date de 2009, fait sur 430 000 salariés dans le monde. En France, dans ce sondage, on classait les salariés en 3 catégories. Les personnes extrêmement motivées en phase avec la stratégie de l'entreprise, les personnes totalement démotivées et qui vont à l'encontre de la stratégie de l'entreprise, et puis la 3e catégorie, c'est ceux qui sont au milieu, qui sont entre les deux, qui viennent travailler parce qu'ils ont un salaire à la fin du mois. En France, 9% des salariés sont motivés dans ce sondage, bien sûr. C'est affligeant. On est l'avant-dernier pays de l'OCDE. Le pays champion du monde, c'est les États-Unis avec 30%, et le pire, c'est la Chine avec 5%. On imagine bien qu'une entreprise qui a 10% de salariés très motivés et qui passe à 20 ou à 30%, elle va pouvoir avancer 4 fois plus vite. Donc c'est un sujet majeur. Vous évoquiez tout à l'heure le fait que le textile est à l'aube d'une gigantesque révolution. C'est celle des textiles connectés. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? La France est un pays qui compte 60 000 emplois dans le textile. C'est un secteur important dans l'industrie textile. Dans 20 ans ou dans 30 ans, tous les textiles seront connectés. C'est-à-dire, ça veut dire quoi un textile connecté ? Un textile connecté, le textile est un extraordinaire support pour collecter de l'information. Parce qu'on en a à l'intérieur du corps, sur des outils qui sont faits par les usines qui fabriquent des implants, etc. À l'extérieur du corps, dans les voitures, dans les bâtiments, sur les routes, il y en a partout. Parce que c'est un matériau qui est souple, qui est solide, et à l'intérieur duquel on peut mettre des fibres qui permettent la connexion. Dans les 20 ans qui viennent, tout sera connecté. Et la connexion avec quoi alors ? Connexion avec un smartphone, connexion évidemment avec le net, ça marchera bien comment ? sûr. On appuiera sur un bouton. C'est déjà le cas. Les vêtements connectés existent déjà. Oui. Aujourd'hui, ils sont peu répandus. Oui, c'est une toute petite niche, mais il y en aura partout. Et on imagine bien que dans les 20 ans ou 30 ans qui viennent, un vêtement, pour prendre l'exemple du vêtement, mais il y en a un tas d'autres, un vêtement qui sera connecté mais moche ne se vendra pas. Donc, la France a vraiment un rôle particulier par rapport à ça, parce que nous sommes un des pays qui est leader, le 2e mondial après l'Allemagne sur les textiles techniques, et le 2e mondial après l'Italie
sur les textiles créatifs. Donc nous avons ces deux mamelles, j'allais dire, du textile du futur, qui est à la fois la technicité et à la fois la créativité. Et nous avons besoin des deux. Et nous sommes sans doute un des seuls pays du monde qui a autant d'atouts pour avancer là-dessus. Juste pour terminer sur ce sujet-là, n'oublions pas le projet Google Jacquard dont tout le monde a entendu parler, ou le MIT qui a reçu 300 millions de dollars de Barack Obama sur le sujet du textile. Le train de ce secteur d'activité est en train de partir de manière incroyablement rapide, et la France a tout ce qu'il faut pour prendre ce train. Alors on évoquait tout à l'heure la subsidiarité, vous êtes engagé aux entrepreneurs et dirigeants chrétiens, les EDC, vous avez toujours été chrétien ? Non, j'ai pas je suis baptisé depuis ma naissance ou peu de temps après ma naissance, et à l'âge de 15 ans, j'ai rejeté ou en tout cas abandonné la foi chrétienne, et cette foi est revenue à la suite d'un très grave traumatisme que nous avons subi dans notre famille, puisque ma femme a eu une rupture d'anévrisme extrêmement grave, et elle était condamnée par les médecins. Et pendant la phase de réanimation qui a duré une 20aine de jours, je suis allé dans la petite chapelle de l'hôpital Bellevue à Saint-Étienne en essayant de réfléchir à ce que je souhaitais le plus vivement au monde, à réfléchir sur cet accident, à ma famille, etc. Et quand on cherche au fond de soi-même, on trouve tous la même chose, c'est-à-dire l'amour. C'est évidemment la chose la plus importante de la vie, qui prévaut sur tout le reste, mais on ne le sait pas toujours. Et il faut parfois des événements comme cela pour s'en rendre compte. Et donc, la foi est revenue, nous a aidés à traverser cette épreuve. Ma femme est aujourd'hui, donc c'est arrivé il y a 18 ans, est très lourdement handicapée. Elle est nourrie par une sonde, elle est à la maison, elle ne peut absolument rien faire toute seule. Mais elle est fondamentalement heureuse. Et c'est vraiment quelque chose d'important de se dire, ma femme est heureuse malgré ce handicap, parce qu'elle est sur le registre du cœur. Je pense que ce qu'on vit dans notre famille, j'ai compris plein de choses de la vie, des entreprises, grâce à cela. C'est-à-dire que dans la vie, on a notre cerveau qui nous permet de comprendre, qui nous permet de travailler, qui nous permet d'analyser, qui est finalement dans notre société la seule chose importante. Mais ce qui nous donne envie de nous lever le matin, c'est pas notre cerveau, c'est notre cœur. Et il faut vraiment qu'on puisse y avoir accès plus souvent, bien sûr, dans la famille, mais aussi au sein de l'entreprise. Et c'est bien un moteur essentiel de la vie des entreprises, et on l'oublie trop souvent. Éric Boel, comme à chacun de mes invités, je vous ai demandé de nous faire écouter une musique que vous aimez. La voici tout de suite sur RCF. La musique du film Mission d'Ennio Morricone, film signé Roland Joffé, Palme d'Or à Cannes en 1986. Alors, est-ce qu'il y a un lien avec ce dont on parlait à l'instant, avec votre épouse, votre foi peut-être ? Oui, tout simplement, c'est une musique qui ouvre le cœur, je trouve, et tout ce qui nous ouvre le cœur est quelque chose qui nous fait avancer. Donc c'est une belle musique pour cela.
Il est l'heure à présent du portrait chinois, un questionnaire qui va nous permettre de mieux vous connaître encore. Éric Boel, si vous étiez un animal. Alors j'ai choisi le dauphin parce qu'il est pacifique, parce qu'il est joyeux et parce qu'il est sociable. Une fleur, un arbre ou une plante. Le chêne, parce qu'il est serein, il est solide et il donne un goût d'éternité. Une ville. Roanne, c'est ma ville, parce que c'est une ville à taille humaine et c'est une ville à la campagne où les relations sont vraies. Un pays. Le pays, c'est la France, c'est mon pays, parce qu'il est insupportable par certains côtés, mais merveilleux au fond. Une couleur. Le bleu, parce que c'est la sérénité et c'est l'horizon. Un livre de chevet. Alors j'en ai pas mal. Les 3 derniers livres, c'est De Gaulle de Max Gallo, Liberté et compagnie, donc sur l'entreprise libérée, et 3 amis en quête de spiritualité. Avec Alexandre Jolien, Mathieu Ricard et Christophe André. Absolument. Voilà, un mot fétiche. Un mot fétiche, amour, bien sûr. Un film culte. Pas un film culte, mais un qui m'a marqué, c'est Invictus, sur la vie de Nelson Mandela, avec un mot très fort, le vrai courage, c'est de pardonner. Un personnage historique, un écrivain, un artiste ou un sportif que vous admirez. Alors, j'en admire beaucoup, bien sûr Jean-Paul II, le pape François, Gandhi, le Dalai Lama, toutes ces personnes qui nous montrent la sagesse. Une rencontre décisive, un maître qui vous a nourri. Ma femme, qui m'a ouvert le cœur et m'a appris ce que c'était que l'amour. Une action, une initiative concrète qu'il vous semble important d'encourager. L'entreprise libérée, parce que vraiment elle fait grandir l'homme, elle lui redonne le goût du travail et la joie de travailler ensemble. Éventuellement une association que vous soutenez. Donc Altertex, qui est une association que nous avons créée dans le textile pour stimuler le développement durable, et l'Arche, qui est une magnifique organisation. Une toute dernière question, si vous deviez prendre une année sabbatique aujourd'hui, vous vous consacreriez à quoi, Éric Boel ? J'ai mis longtemps à concevoir quel était le sens de ma vie, et c'est rendre heureux, m'efforcer, je n'y arrive pas bien sûr, mais m'efforcer de rendre heureux ma famille, mes enfants, mes amis, mes collaborateurs, et je continuerai à consacrer ma vie à ça. Comment vous essayez concrètement, même si vous dites que vous n'y arrivez pas complètement, comment vous essayez au jour le jour de semer un peu des graines de bonheur autour de vous ? Eh ben, d'avancer dans la confiance, de faire en sorte que chacun puisse s'épanouir dans ce qu'il fait, de finalement appliquer ce qu'on a exprimé tout au long de cette interview. Et quand je dis on n'y arrive pas, une fois un prêtre m'a donné cette image qui est merveilleuse. Dieu, c'est comme donc l'amour, donc la confiance et cette vision de l'avenir, c'est comme un GPS. C'est-à-dire que même si on se trompe, même si on n'y arrive pas, même si on prend un chemin de traverse, toujours on revient à cet essentiel, c'est-à-dire l'amour, et essayer de faire en sorte de donner le bonheur aux gens. Et je reprendrai cette formule bouddhiste que je trouve très chrétienne. Si tu cherches ton propre bonheur, tu ne le trouveras jamais. Si tu cherches le bonheur des autres, tu trouveras le tien. Merci beaucoup Éric Boel, merci de nous avoir fait partager votre passion pour le textile, pour un management aussi chrétien que possible, et d'avoir évoqué aussi les aspects plus douloureux de votre vie. Je vous donne rendez-vous quant à moi la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouvel entretien Libre Entreprise.